La scène se passe en 1898 dans une aciérie. Une équipe charge dans des wagons des gueuses de fonte. Chaque ouvrier prend une gueuse pesant 40 kilos chacune, avance sur un plan incliné qui conduit au wagon et jette sa charge dans le fond. Au bout de sa journée, il en a ainsi transporté 13 tonnes. Un monsieur s'approche de l'un des ouvriers, un petit Hollandais. Vous gagnez $1,15 par jour, je crois, dit le monsieur. Voulez-vous gagner désormais $1,85 ? Que faudra-t-il faire ? C'est tout simple. Quelqu'un viendra demain et vous ferez exactement ce qu'il vous dira toute la journée. Quand il vous dira de prendre une gueuse et de la transporter, vous le ferez. Quand il vous dira de vous asseoir et de vous reposer, vous le ferez, sans discuter. Un bon ouvrier fait ce qu'on lui dit et ne discute pas. Nous verrons de quoi vous êtes capable. Le lendemain, les choses se passent exactement ainsi. Le petit Hollandais se met au travail, toute la journée. L'homme qui se trouve auprès de lui, avec un chronomètre, lui dit « Maintenant, ramassez une gueuse et transportez-la. Maintenant, asseyez-vous et reposez-vous. Travaillez, reposez-vous. » Le petit Hollandais obéit sans discuter. Et à 5h30, il touche en effet 70 cents de plus que d'habitude. Il faut préciser que ce jour-là, il n'avait pas manipulé 13 tonnes, mais 50. Extrait tiré de l'ouvrage La direction scientifique des entreprises de Frederick Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement qui sera consacré cette fois-ci à l'ouvrage La condition ouvrière de Simone Weil, philosophe française à laquelle je consacre un enregistrement pour la première fois. On me l'a pas mal réclamé par le passé, mais je n'avais pas encore pris le temps de le faire, car je ne peux tout simplement pas tout connaître et qu'il m'a fallu du temps pour m'y intéresser de plus près. C'est chose faite avec ce premier enregistrement qui, je l'espère, vous plaira. Simone Weil, à ne pas confondre avec Simone Veil avec un V, n'est-ce pas, n'est pas une femme politique qui a permis la dépénalisation de l'avortement, mais elle a fait d'autres choses très sympas et honorables, comme lutter contre le nazisme et tenter de développer une philosophie aussi juste et conforme aux besoins spirituels de l'âme que possible, tout en se maintenant aussi éloignée de toute forme d'idéologie politique et de dogmatique. Dans l'extrait que j'ai cité précédemment, on a droit à un aperçu du taylorisme dans son application qui repose sur une organisation scientifique du travail dans les usines afin de maximiser au mieux la productivité des ouvriers. Pour ceux qui l'ignoreraient, Taylor était un ingénieur américain de la fin du 19e siècle qui considérait que l'efficacité au travail devait être organisée de façon industrielle, contrairement aux productions individualisées et artisanales, n'entraînant pas, selon lui, une meilleure collaboration entre les ouvriers. La performance individuelle, selon une organisation et une discipline rigoureuse, était valorisée. Dans l'extrait que j'ai cité, on voit justement que le petit ouvrier est chronométré et qu'il a quelqu'un derrière lui pour lui dire quand est-ce qu'il doit justement se reposer, travailler, passer d'une tâche à une autre, etc. Donc les ouvriers doivent accomplir un nombre très précis de tâches simples et spécifiques en un temps précis, dépourvu de tout instant de flottement et selon les instructions des ingénieurs aussi appelés cols blancs. C'est à la suite de la seconde révolution industrielle et de l'avènement du taylorisme dans les usines que Simone Weil s'empare des problèmes liés à la condition ouvrière et à la souffrance engendrée par ce travail laborieux. Simone Weil est une philosophe d'origine juive qui s'est convertie au christianisme et qui aura placé au cœur de sa courte vie l'amour du prochain et la charité conformément à ses idéaux chrétiens. Elle sera influencée bien évidemment dans sa réflexion sur le travail, qui est déployée dans cet ouvrage par Marx, qui est la référence incontournable pour penser le travail, notamment le travail dit aliénant, qui a lieu lors de la production à la chaîne dans les usines. Marx, avant Simone Weil, considérait en effet que le travail, reposant sur une production industrielle, entraînait une aliénation, dans le sens où les ouvriers ne parvenaient plus à se reconnaître dans ce qu'ils produisaient
et se retrouver privés de toute forme d'épanouissement dans leur travail, du fait qu'ils ne soient pas détenteurs de leurs propres moyens de production, dont les bourgeois capitalistes sont les propriétaires. Ainsi, le travailleur ne travaille plus de manière artisanale, en atelier, mais doit produire toujours plus et toujours plus vite selon une cadence de travail infernale et sans possibilité de pouvoir négocier un meilleur salaire, un temps de travail plus court ou des conditions de travail meilleures, puisqu'il vend sa propre force de travail au patronat, moyennant salaire, et demeure à la merci de celui-ci. Je ne vais pas revenir ici dans le détail là-dessus, hein, j'en ai déjà parlé de façon développée dans d'autres enregistrements consacrés à Marx, des enregistrements spécifiques auxquels je vous renvoie si nécessaire. Ce qui va nous intéresser ici, c'est à quel niveau Weil partage l'analyse de Marx et sur quel point elle s'en dissocie. Donc concernant l'ouvrage en lui-même, elle commence à écrire ce texte en 1934 et il sera publié en 1951 à titre posthume. Là où Weil a une approche très particulière, c'est qu'il s'agit d'une approche de terrain, contrairement à Marx qui n'a jamais travaillé en usine et qui jugeait la situation des travailleurs avec une certaine distance, même s'il n'a eu de cesse de défendre la cause du prolétariat. Weil a mis les mains dans le cambouis, si on peut dire, puisqu'elle s'est dit « Ok, je suis bien consciente que je suis privilégiée et que je viens d'un milieu qui m'a permis de m'épanouir intellectuellement et d'avoir mon agrégation de philo, mais si je veux comprendre la souffrance de ceux qui n'ont pas ma chance et travaillent toute la journée comme des forcenés, il faudrait peut-être que j'y aille à l'usine et que je vois précisément ce qu'il en est. Pour ceux que ça intéresse, j'ai oublié de le mentionner, mais ça m'est revenu entre-temps. Il y a un film qui reprend un peu ce principe-là, mais de façon davantage moderne. C'est un film qui s'appelle L'Établi. Voilà, donc si ce genre de thème vous intéresse, vous pouvez, je vous le recommande, vous pouvez aller le voir. Weil est donc dans une approche très pratique, contrairement à Marx. Elle ne théorise aucune forme de réflexion systématique ou conceptuelle qui puisse tenir lieu de théorie. Ce qui peut décevoir ou dérouter à première vue, c'est ce qui fait que j'ai mis un certain temps avant de rentrer dans le livre, en tout cas à titre personnel. Mais la force de son approche, c'est qu'elle peut, de cette manière-là, intégrer de façon extrêmement précise et fine le vécu d'un travailleur d'usine dans son expérience, et on va voir que ça joue un rôle important sur les solutions proposées, qui diffèrent de celles de Marx pour redonner un sens et une valeur potentielle au travail dont on va voir qu'il a perdu toute valeur ou sens pour l'ouvrier. En effet, un des paradoxes les plus intéressants de l'ouvrage, composé de correspondances à des proches et de chapitres plus spécifiques, c'est qu'il montre en quoi le travail n'a strictement pas besoin d'avoir le moindre sens qui stimulerait la pensée et la maintiendrait en éveil, alors même que pour un être humain, c'est le sens que l'on donne à la tâche que l'on accomplit qui permet de surmonter l'effort nécessaire dans le travail. En gros, le travail parvient à être efficace alors même qu'il n'a rien de stimulant. Vous voyez, c'est quand même paradoxal a priori. En effet, le travail comme labeur qui exige la mise en tension des facultés physiques et intellectuelles afin de produire un bien nécessaire à sa subsistance repose dans notre société sur une spécialisation des tâches. De fait, même s'il existe des travaux choisis par défaut et qui peuvent s'avérer d'autant plus pénibles qu'on les fait simplement pour survivre, via un salaire minimal, on serait tenté de penser que le travailleur sera d'autant plus efficace qu'il parviendra à trouver une forme d'épanouissement dans sa tâche et un minimum de sens dans ce qu'il accomplit. Eh bien, Simone Weil va montrer précisément que ce besoin de sens, cet épanouissement intellectuel qui est le propre de l'âme humaine, est non seulement réduit à néant dans le travail taylorisé, à l'usine, mais qu'en plus il y a bel et bien un gain d'efficacité et de vitesse dans la productivité qui a lieu au détriment de l'esprit du travailleur et de son humanité. Weil insistera donc particulièrement ici sur le caractère déshumanisant du travail ouvrier comme étant totalement étranger aux différents aspects de la vie humaine et dont elle a pu faire l'expérience dans sa propre chair en travaillant durant un temps à l'usine. Je vais m'appuyer ici tout particulièrement sur des extraits du chapitre se nommant «
expérience de la vie d'usine. De nos jours, ce n'est pas seulement dans les magasins, les marchés, les échanges que les produits du travail entrent seuls en ligne de compte, et non les travaux qui les ont suscités. Dans les usines modernes, il en est de même, du moins au niveau de l'ouvrier. La coopération, la compréhension, l'appréciation mutuelle dans le travail y sont le monopole des sphères supérieures. Au niveau de l'ouvrier, les rapports établis entre les différents postes, les différentes fonctions, sont des rapports entre les choses et non entre les hommes. Les pièces circulent avec leurs fiches, l'indication du nom, de la forme, de la matière première. On pourrait presque croire que ce sont elles qui sont des personnes et les ouvriers qui sont des pièces interchangeables. Elles ont un état civil et quand il faut, comme c'est le cas dans quelques grandes usines montrées en entrant une carte d'identité où l'on se trouve photographié avec un numéro sur la poitrine, comme un forçat, le contraste est un symbole poignant et qui fait mal. Les choses jouent le rôle des hommes. Les hommes jouent le rôle des choses. C'est la racine du mal. Il y a beaucoup de situations différentes dans une usine. L'ajusteur qui, dans un atelier d'outillage, fabrique par exemple des matrices de presse, merveille d'ingéniosité, longue à façonner, toujours différente, celui-là ne perd rien en entrant dans l'usine. Mais ce cas est rare. Nombreux, au contraire, dans les grandes usines, et même dans beaucoup de petites, sont ceux ou celles qui exécutent à toute allure par ordre 5 ou 6 gestes simples, indéfiniment répétés, 1 par seconde environ, sans autre répit que quelques courses anxieuses pour chercher une causse, un régleur, d'autres pièces, jusqu'à la seconde précise, où le chef vient en quelque sorte les prendre comme des objets pour les mettre devant une autre machine. Ils y resteront jusqu'à ce qu'on les mette ailleurs. Ceux-là sont des choses, autant qu'un être humain peut l'être, mais des choses qui n'ont pas licence de perdre conscience, puisqu'il faut toujours pouvoir faire face à l'imprévu. Fin de citation. La première réflexion de Weil porte ici sur une inversion du rapport entre chose et homme. Une chose, par définition, est ce dont on dispose et qui ne possède pas de caractéristiques propres qui lui permettent de se singulariser. Or, ici, on voit bien que les produits du travail sont davantage spécifiés et singularisés que les producteurs ou travailleurs. On en arrive à une situation pour le moins absurde, qui est que les ouvriers en arrivent à n'être plus que des numéros indistincts les uns des autres, ce qui devrait être le cas des pièces avec lesquelles ils interagissent, tandis que les pièces bénéficient d'un soin et d'une attention toute particulière, contrairement à l'ouvrier qui n'est qu'un pion interchangeable au sein de l'usine, au sein de laquelle il produit toujours la même tâche de façon répétée. Contrairement à l'ajusteur et aux ingénieurs qui ne perdent pas leur âme, et peuvent s'épanouir dans l'usine puisqu'ils travaillent sur la disposition ou la conception des pièces mécaniques qui vont arriver dans l'usine de façon coopérative et constructive, les ouvriers, eux, sont forcés à produire de façon répétée des mêmes gestes en un minimum de temps et sans communication possible entre eux. La déshumanisation dans le cadre de la production taylorisée se manifeste particulièrement quand le chef vient prendre un ouvrier pour le changer de poste afin qu'il effectue une autre tâche, comme s'il s'agissait d'un simple outil et non d'une personne. On exige donc de l'ouvrier qu'il perde autant que possible toute capacité humaine à réfléchir ou à penser, cela nécessitant un temps improductif qui n'est absolument pas possible dans de telles circonstances. Quand vous pensez, vous n'êtes pas en train de produire par définition. Et pourtant, il devra tout de même se montrer réactif si jamais une situation imprévue a lieu. L'ouvrier devient donc une machine humaine, tandis que la pièce qui arrive et qui demeure la matière sur laquelle il va travailler devient une machine humanisée du fait que son origine, sa particularité de constitution et ce dont elle a besoin sont bien spécifiés. La chose a plus d'identité que le travailleur qui doit la transformer. Le mal dont parle Weil ici est une perversion qui consiste à intervertir l'humain et le mécanique lorsqu'elle dit de manière choc que la racine du mal c'est lorsque les choses jouent le rôle des hommes et que les hommes jouent le rôle des choses. Pas de place pour une personnalité
ou une manière de faire qui relève de la créativité propre dans une telle production industrielle uniformisée, seule la performance finale compte, et pour cela il faut réduire autant que possible ce qu'il y a d'humain chez l'homme, diminuer sa propension à la réflexion, éteindre en lui tout désir de réflexion ou de singularité. Il doit se fondre au mieux parmi les autres outils vivants de l'usine que sont les ouvriers, et fonctionner aussi efficacement que possible conformément à la tâche qui est la sienne. Ainsi, les choses, les pièces d'usine, déterminent ce que l'ouvrier comme outil doit faire, elle lui donne ses indications et les instructions précises qui vont permettre à ceux-ci d'accomplir leurs tâches. Les machines utilisent les hommes pour leur développement et les hommes suivent, en tant qu'humains devenus machines, la cadence. En tout cas, dit ainsi, ça ferait penser à un étrange scénario de science-fiction, mais la seule chose qui empêche cela est que c'est le patron en réalité, ce sont les chefs qui contrôlent tout ceci, qui sont les réels cerveaux derrière cela, et non les machines, même si en apparence, tout concourt à laisser penser que les machines ont pris le dessus sur les hommes. En ce sens, comme Weil va le faire apparaître de manière fine, il est nécessaire que les ouvriers respectent une certaine cadence, qui est le propre des machines, et non un certain rythme qui, lui, possède encore cet aspect humain. Je cite, « La succession de leurs gestes n'est pas désignée dans le langage de l'usine par le mot rythme, mais par celui de cadence, et c'est juste car cette succession est le contraire d'un rythme. Toutes les suites de mouvements qui participent au beau et s'accomplissent sans dégrader enferment des instants d'arrêt, bref comme l'éclair, qui constitue le secret du rythme et donne l'impression de la lenteur. Le coureur à pied, au moment qu'il dépasse un record mondial, semble glisser lentement, tandis qu'on voit les coureurs médiocres se hâter plus loin derrière lui. Plus un paysan fauche vite et bien, plus ceux qui le regardent sentent que, comme on dit ici justement, il prend tout son temps. Au contraire, le spectacle de manœuvre sur machine est presque toujours celui d'une précipitation misérable, d'où toute grâce et toute dignité sont absentes. Il est naturel à l'homme et il lui convient de s'arrêter quand il a fait quelque chose, comme Dieu dans la Genèse, cet éclair de pensée, d'immobilité et d'équilibre, c'est ce qu'il faut apprendre à supprimer entièrement dans l'usine quand on y travaille. Les manœuvres sur machine n'atteignent la cadence exigée que si les gestes d'une seconde se succèdent d'une manière ininterrompue, et presque comme le tic-tac dont on ne peut supporter d'écouter longtemps la morne monotonie. Eux doivent presque le reproduire avec leur corps. Cet enchaînement ininterrompu tend à plonger dans une espèce de sommeil, mais il faut le supporter sans dormir. Ce n'est pas seulement un supplice, s'il n'en résultait que de la souffrance, le mal serait moindre qu'il n'est. Fin de citation. La notion de rythme est donc, selon Weil, entièrement liée à celle de pause ou d'arrêt. Il peut durer un instant, ou même être quasiment imperceptible et être perçu sous la forme d'une lenteur relative. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a rien d'une cadence, dans le sens où la cadence exige la répétition régulière sans la moindre forme de variation au niveau de la vitesse. Les intervalles de temps entre chaque action doivent être absolument les mêmes. Dans le cadre du rythme, une plus grande liberté est possible en termes de mouvement et de vitesse entre chaque action ou étape d'un processus. Le rythme d'un musicien sur son instrument, par exemple, qui lui conférera d'ailleurs une forme de grâce, ne sera pas identique à celui d'une simple machine. Sinon, ça n'aurait rien de beau, ça serait dur et froid, et même les musiciens qui cherchent à avoir un rythme aussi précis et régulier que possible ne sont pas strictement semblables à des machines pour produire du beau qui, selon Weil, va de pair avec un certain rythme. L'ouvrier subit clairement son état, car tout confine à l'anesthésie de sa faculté de penser qui le maintient éveillé et fait de lui un homme, mais il doit s'efforcer justement de rester éveillé malgré l'ennui terrible que crée ce travail déshumanisant. On voit bien ici que l'univers du mécanique, qui est celui de l'usine, est déshumanisant également dans le déroulement de l'action qui, en plus d'être répétitive, doit s'accomplir selon une cadence mécanique n'autorisant nulle variation rythmique.
Le but est que le travailleur soit en symbiose totale avec la machine, autant que possible, cela peut être le cas. On en arrive à présent au texte suivant, tombé au bac de 2024 et qui fut massacré par bon nombre d'élèves. Je cite: toute action exige un mobile qui fournisse l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Et elle est bonne ou mauvaise selon que le mobile est élevé ou bas. Pour se plier à la passivité épuisante qu'exige l'usine, il faut chercher des mobiles en soi-même. Car il n'y a pas de fouet, pas de chaîne. Des fouets, des chaînes rendraient peut-être la transformation plus facile. Les conditions mêmes du travail empêchent que puissent intervenir d'autres mobiles que la crainte des réprimandes et du renvoi, le désir avide d'accumuler des sous et, dans une certaine mesure, le goût des records de vitesse. Tout concourt pour rappeler ces mobiles à la pensée et les transformer en obsession. Il n'est jamais fait appel à rien de plus élevé, d'ailleurs ils doivent devenir obsédants pour être assez efficaces. En même temps que ces mobiles occupent l'âme, la pensée se rétracte sur un point du temps pour éviter la souffrance. Et la conscience s'éteint autant que les nécessités du travail le permettent. Une force presque irrésistible, comparable à la pesanteur, empêche alors de sentir la présence d'autres êtres humains qui peinent eux aussi tout près, et il est presque impossible de ne pas devenir indifférent et brutal comme le système dans lequel on est pris. Et réciproquement, la brutalité du système est reflétée et rendue sensible par les gestes, les regards, les paroles de ceux qu'on a autour de soi. Après une journée ainsi passée, un ouvrier n'a qu'une plainte. Plainte qui ne parvient pas aux oreilles des hommes étrangers à cette condition et ne leur dirait rien si elle y parvenait. Il a trouvé le temps long. Fin de citation. C'est un texte intéressant et profond à plusieurs niveaux, et on comprend bien ici que Weil apporte à la réflexion sur le travail des remarques psychologiques fines et précises. Tout d'abord, le statut de la motivation est interrogé, puisqu'un ouvrier à l'inverse d'une machine doit être mis en route par un mécanisme interne qui est celui de la motivation, là où la machine ne fait qu'actualiser ce pourquoi elle a été programmée à l'aide d'un bouton, y compris encore à ce jour, l'intelligence artificielle d'ailleurs. Il faut donc s'interroger sur la valeur des motifs qui vont permettre à l'ouvrier de travailler efficacement. Évidemment, si on sait que Weil accorde une grande valeur aux besoins de l'âme humaine et que l'on comprend que pour elle, ce qui a le plus de valeur pour l'homme est ce qui contribue à l'élever spirituellement, on peut déjà comprendre qu'en théorie, un mobile élevé qui donnerait la meilleure énergie possible pour un ouvrier serait un mobile lié à l'accomplissement de soi, au fait de pouvoir reconnaître la marque de son savoir-faire et de sa créativité dans l'œuvre que l'on a produite, comme le soutenait Hegel ou encore le jeune Marx. De manière plus spécifique, on pourrait penser qu'un travail qui a de la valeur est un travail qui fait sens pour le travailleur. Il n'est pas un simple moyen en vue d'obtenir un gain, servant tout juste à survivre, mais il constitue le prolongement de sa propre identité et de ses propres compétences en tant qu'individu. Or, on l'a déjà vu précédemment, l'identité et ce qu'il y a d'humain chez l'ouvrier est gommé dans la production en usine. Il ne reste donc plus rien auquel l'ouvrier puisse se raccrocher naturellement pour être motivé à travailler. Si l'ouvrier n'est pas motivé par ce qu'il accomplit, il est évident qu'il sera moins productif et qu'il mettra moins de cœur à l'ouvrage. Or, son travail à l'usine, comme on l'a vu, est impropre à faire naître en lui de la motivation du fait qu'il soit déshumanisant. On est ici face à un vrai problème philosophique, profond et pratique, qui va même au-delà du texte et de la simple réflexion sur le travail à l'usine. Comment parvenir à trouver la motivation et l'énergie nécessaires à l'accomplissement d'un travail qui nous déplaît profondément et ne nous stimule pas? Réponse de Weil: en soi-même. C'est en soi-même qu'il faut trouver de telles ressources car elles ne sont pas dans l'activité elle-même. Je vais me prendre en exemple car je suis un exemple très intéressant évidemment, mais moi quand je fais une vidéo ou quand je fais cours à une classe un minimum sérieuse constituée d'élèves bien élevés, il est évident que je n'ai pas à me forcer pour faire ce que je fais. Je suis naturellement stimulé
et l'énergie que je vais déployer sera d'autant plus grande que je croirai ainsi au fait que mon travail ait du sens, et que ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour rien. Il en va de même pour tout travail qui s'accomplit sans être vécu comme une tâche pénible ou ingrate, et possède quelque chose en lien avec sa propre identité. Là, en l'occurrence, puisqu'il est impossible pour le travailleur d'être naturellement motivé par l'activité elle-même, il va devoir s'auto-conditionner à adhérer à des motifs impersonnels et futiles. Je ne sais pas si vous avez déjà vous aussi eu l'occasion dans votre vie de faire l'expérience d'un travail ingrat ou humiliant, mais quand c'est le cas, il se passe exactement ce que Veil décrit. On n'arrive pas à être stimulé, alors on s'auto-stimule en trouvant des motivations dérisoires qui ne sont pas spontanément les nôtres et qui ne sont pas stimulantes en tant que telles. Elle en donne d'ailleurs quelques exemples ici. Le fait de gagner péniblement de quoi vivre, bof. Le fait d'aller plus vite que les autres ou de battre un record de vitesse, bof bof. La peur d'être viré ou l'appât du gain, bref, des mobiles qui n'ont rien de stimulant, en tout cas naturellement, mais qui, à force d'être répétés à la conscience, deviennent des obsessions à défaut d'être des passions. En effet, la passion n'est pas l'obsession. La passion est un intérêt profond pour quelque chose. Il n'y a personne dans la vie, vous demandez à quelqu'un ce que c'est sa passion, il va pas vous dire « Ah, moi, ma passion, c'est le fait de pas me faire virer. Ah, ça me passionne le fait de ne surtout pas me faire renvoyer. C'est vraiment, c'est passionnant, hein, évidemment. » Par contre, être obsédé à l'idée de se faire renvoyer, ça, oui, on peut supposer que malheureusement, ça existe. Hein. Donc, on va dire que la passion, c'est un intérêt profond pour quelque chose qui nous pousse à l'action répétée, tandis que l'obsession prend la forme d'un entêtement parasite pour la pensée, qui éclipse tout le reste et peut même constituer un frein dans notre existence quotidienne. Ici, il s'agit justement d'une obsession qui se forme dans l'esprit de l'ouvrier. S'il était esclave, il serait naturellement stimulé par son activité, car il recevrait des coups de fouet qui le forceraient physiquement à aller plus vite. Il y aurait une stimulation externe, le fouet, mais puisque ce n'est pas de l'esclavage et qu'il y a salaire, et qu'il ne reçoit pas des coups de fouet, eh ben c'est à l'ouvrier de devenir son propre maître intérieur et de se faire esclave en se mettant des coups de fouet mentaux, si on peut dire. Ici, il s'agit de s'auto-contraindre à produire toujours plus et plus efficacement en se raccrochant à des pseudo-mobiles, et pour que ces mobiles qui n'ont rien de stimulant le deviennent de façon artificielle, il doit être répété à la conscience afin que justement ces pseudo-mobiles-là soient changés en obsession. Voyez ? C'est une remarque extrêmement fine que seuls ceux qui ont déjà souffert au travail peuvent comprendre, mais lorsque vous n'avez aucune source de stimulation externe, quand ce que vous faites vraiment ne vous porte pas naturellement, ben vous allez être tout de même, vous allez quand même être extrêmement efficace, c'est-à-dire que vous allez puiser en vous-même des ressources, hein, vous allez vous auto-convaincre de la valeur et de l'urgence de ce que l'on vous donne à faire, c'est-à-dire que même si ce que vous faites c'est complètement ingrat, vous allez de manière obsessionnelle, vous répéter des pseudo-motifs pour vous amener à le faire. Et curieusement, vous allez même vous surprendre à trouver une forme d'acharnement instinctif à réaliser aussi bien que possible cette tâche qui ne vous plaît pas, simplement parce que vous avez intériorisé le fait qu'il ne fallait surtout pas vous priver de la moindre source de motivation artificielle en guise de carburant. Vous auto-persuadez que c'est important, vous voyez. Même si cela ne vous plaît pas, il est important que vous oubliez ça. Le fait que ça vous plaise pas, bon, ça devient complètement secondaire. De toute façon, on ne vous demande pas d'aimer ce que vous faites ou d'avoir une personnalité. Vous n'êtes qu'un numéro, un simple pion. Bien que ce soit du travail à l'usine dont on parle ici, et que je n'y ai pour ma part jamais travaillé, je trouve que cette réflexion de Veil est très fine et très profonde, car elle répond au paradoxe de l'efficacité au travail en dépit de son absence de sens inhérent pour nous, et cela peut toujours concerner de nombreuses personnes au quotidien en dehors du simple travail ouvrier, bien sûr. Le travail demeure efficace et productif
à partir du moment où le travailleur parvient à transformer de façon mentale des mobiles impersonnels en obsessions, de façon à rester aussi compétitif que possible et aussi utile à son entreprise qu'il le peut. Dans le travail moderne, qui se rapproche le plus de l'esclavage, l'absence de fouet est compensée par un conditionnement de l'ouvrier qui se met dans une certaine disposition au travail déshumanisant en se rattachant à des pseudomobiles de façon obsessionnelle pour faire face à la cadence effroyable du travail à l'usine. À défaut d'avoir le luxe de trouver une motivation qui fasse sens de manière naturelle pour lui, l'ouvrier devra trouver un sens artificiel à la raison de son travail et se convaincre de façon obsessionnelle que c'est celui-ci qui importe. Les conditions de travail de l'ouvrier le forcent donc à se conditionner à faire face à un travail mécanique et froid, et puisqu'il doit s'adapter à son environnement pour lui faire face, il est transformé dans son identité par ce dernier, à l'image des machines avec lesquelles il interagit. Il est déshumanisé dans sa dimension sociale et morale, qui fait de lui un être humain. Et d'ailleurs, dans le texte, Weil nous dit que l'ouvrier se comporte même un peu comme les machines. Dans sa manière d'agir, d'interagir, il devient froid et brutal. On retrouve ici un trait du taylorisme que j'évoquais tout à l'heure. Le travail individualisé est effectué en vue d'une vitesse maximale qui constitue la parfaite optimisation du temps de travail. Le travailleur n'a pas à penser collectif, il n'a pas d'ailleurs à penser tout court. Il est isolé dans son petit monde clos et doit être aussi efficace que possible. Les autres n'existent pas réellement ou alors de manière abstraite, chacun faisant ce pourquoi il est nécessaire. Le travailleur ne développe donc nullement l'aspect potentiellement humain au niveau social et moral de son métier, puisqu'il est isolé et compartimenté dans sa propre petite activité individuelle dans laquelle il s'oublie en tant qu'humain et devient aussi dur et froid que le reste des machines dès qu'il s'agit d'interagir à de brèves reprises avec ses semblables. Non seulement l'ouvrier est déshumanisé, mais il se trouve façonné dans son identité par les machines, qui deviennent son monde, alors même que ce n'est pas censé être le sien. Autre aspect essentiel du texte qu'il fallait relever et qui demeure intéressant, le rapport entre temporalité, conscience et travail. Puisque pour la conscience du travailleur n'existent que les pièces avec lesquelles il interagit toute la journée jusqu'à la fin de sa journée de travail, puisque l'autre disparaît et qu'il ne peut même plus développer d'empathie, caractéristique de son humanité, sa conscience se retrouve rétractée dans la seule temporalité présente. Le travailleur ne peut plus se projeter, il n'a pas le temps de rêvasser ou de penser à ce qu'il pourra faire une fois son travail terminé pour se donner du courage. Toute autre pensée externe à la temporalité dans laquelle a lieu son travail lui est interdite, car elle entraînerait aussitôt la perte de contrôle ou d'efficacité sur ce qu'il est en train de faire. Paradoxalement, sa plainte, qui ne peut être comprise que de ceux qui ont intégré cette expérience de la souffrance ouvrière dans leur propre chair, car les mots sont impuissants à la retranscrire avec fidélité pour celui qui en est épargné, est d'avoir trouvé le temps long. On peut trouver ça curieux et insister d'ailleurs sur ce paradoxe. Le temps long est lié à l'ennui, par définition. Or, l'ouvrier est occupé et sursollicité toute la journée. Comment peut-il donc trouver un temps long alors même que ce temps est parfaitement rempli par une cadence soutenue ? Il y a deux interprétations valables. Soit on se situe dans le prolongement de ce que j'ai déjà examiné et on considère que c'est parce que l'esprit de l'ouvrier est totalement endormi, bien que son corps soit toujours et constamment en mouvement, ce qui explique que ce soit un ennui paradoxal qui est celui de l'esprit et non du corps. Soit on peut tout simplement dire que si l'ouvrier ne s'ennuie pas, car il n'en a pas le temps lui paraît tout de même long et interminable à cause de la souffrance liée au caractère pénible et déshumanisant de son activité. Je pense qu'on peut concilier les deux interprétations qui ne s'excluent pas mutuellement et dire que le travailleur, pour Weil, possède une perception du temps longue parce qu'il souffre et que cette souffrance est liée à la mise en retrait de son esprit qui le caractérise en tant qu'homme.
Donc si on voulait se pencher sur ce texte, il fallait faire un vrai effort d'analyse, voire d'interprétation. C'était pas pour tout le monde. Donc ce paradoxe apparent est passionnant et aurait dû faire réagir ceux qui ont lu le texte. On peut trouver le temps long, même si on est occupé, et même si on n'a aucune raison de le trouver long d'un point de vue extérieur en apparence. La suite du texte, au sein de l'ouvrage, va approfondir ce point, je cite, « Le temps lui a été long, et il a vécu dans l'exil. Il a passé sa journée dans un lieu où il n'était pas chez lui. Les machines et les pièces à usiner y sont chez elles. Et il n'y est admis que pour approcher les pièces des machines. On ne s'occupe que d'elles, pas de lui. D'autres fois, on s'occupe trop de lui et pas assez d'elle, car il n'est pas rare de voir un atelier où les chefs sont occupés à harceler ouvriers et ouvrières, veillant à ce qu'ils ne lèvent pas la tête même le temps d'échanger un regard pendant que des monceaux de ferraille sont livrés à la rouille dans la cour. Rien n'est plus amer. Et elle ajoute plus loin, un ouvrier, sauf quelques cas trop rares, ne peut rien s'approprier par la pensée dans l'usine. Les machines ne sont pas à lui. Il sert l'une ou l'autre selon qu'il en reçoit l'ordre. Il les sert, il ne s'en sert pas. Elles ne sont pas, pour lui, un moyen d'amener un morceau de métal à prendre une certaine forme. Il est pour elles un moyen de leur amener des pièces en vue d'une opération dont il ignore le rapport avec celles qui précèdent et celles qui suivent. Les pièces ont leur histoire. Elles passent d'un stade de fabrication à un autre. Lui n'est pour rien dans cette histoire. Il n'y laisse pas sa marque, il n'en connaît rien. S'il était curieux, sa curiosité ne serait pas encouragée, et d'ailleurs la même douleur sourde et permanente qui empêche la pensée de voyager dans le temps, l'empêche aussi de voyager à travers l'usine, et la cloue en un point de l'espace comme au moment présent. L'ouvrier ne sait pas ce qu'il produit, et par suite, il n'a pas le sentiment d'avoir produit, mais de s'être épuisé à vide. Il dépense à l'usine, parfois jusqu'à l'extrême limite, ce qu'il a de meilleur en lui, sa faculté de penser, de sentir, de se mouvoir. Il les dépense puisqu'il en est vidé quand il sort. Et pourtant, il n'a rien mis de lui-même dans son travail, ni pensée, ni sentiment, ni même, sinon dans une faible mesure, mouvement déterminé par lui, ordonné par lui en vue d'une fin. Sa vie même sort de lui sans laisser aucune marque autour de lui. Fin de citation. On retrouve donc ici, plus explicitement encore, le besoin théorique de sens dans le travail dont l'ouvrier est privé. Il doit prendre soin des pièces qu'on lui envoie et le seul soin dont il bénéficie est le harcèlement du chef qui vient l'empêcher de se laisser distraire même un court instant. L'ouvrier n'a pas de sens dans son travail, bien qu'il soit conditionné à rester rapide et efficace malgré cela, car il ne sait même pas ce qu'il fait. Il produit en interagissant avec une matière dont il ne peut déceler l'origine, car on ne lui en laisse même pas la possibilité, et évidemment, il n'a même pas le temps de réaliser ce qu'il fait et d'observer la marque de l'extériorisation de son propre esprit dans ce qu'il façonne, comme l'aurait voulu Hegel et comme le dénonçait déjà Marx. Or, le besoin d'appropriation fait partie des besoins de l'âme humaine, qui sera développé dans sa théorie du besoin d'enracinement par la suite dans l'ouvrage L'enracinement. Ici, l'ouvrier donne tout de sa personne en vidant de son corps et de son esprit ce qui fait de lui un humain, mais n'en ressort pas grandi ou élevé dans sa propre humanité, parce qu'on pourrait encore rétorquer que ça a le mérite de les rendre encore plus forts et de les endurcir, mais ça les brise purement et simplement. Ils n'ont du coup plus aucune source d'énergie mentale ou physique à la suite d'une simple journée comme celle-ci. On tient d'ailleurs ici un élément très important dans la réflexion de Weil qui la dissocie de Marx, car Marx, en théoricien, avait développé dans son manifeste du Parti communiste l'idée de révolution prolétarienne et croyait qu'il suffirait aux prolétaires de tous les pays de s'unir pour renverser le capital qu'il exploite. Mais selon Weil, cette solution n'en est pas une. Elle n'est pas souhaitable du fait de son aspect violent et chaotique dans ses répercussions, mais surtout elle n'est même pas viable, car l'ouvrier est complètement atrophié mentalement et ne peut pas avoir le moindre élan révolutionnaire. Pour le dire simplement, l'ouvrier est tellement écrasé
humilié et déshumanisé qu'il ne peut même plus trouver en lui la moindre ressource ou énergie pour se révolter face à la maltraitance qu'il subit. Marx a pensé de loin la révolution prolétarienne comme un théoricien, comme une réelle possibilité et une nécessité inéluctable. Weil a intériorisé en elle, par l'expérience, le renoncement mécanique et inéluctable à toute forme de révolte face à la puissance que le capital a à briser ses outils que sont les hommes. On peut donc se demander si Weil est finalement fataliste ou si elle propose de réelles solutions pour régler ce problème désastreux sur un plan moral et éthique. Malheureusement, Weil ne donne pas de solution réellement satisfaisante, en tout cas selon moi, mais on peut tout de même relever quelques pistes de réflexion qui sont esquissées dans le chapitre suivant, se nommant « Conditions premières d'un travail non servile ». On relèvera notamment le fait de supprimer toute forme de souffrance inutile au travail, supprimer l'autorité là où elle n'est pas indispensable, donc arrêter de fliquer en permanence les travailleurs, et donc privilégier les petites structures artisanales aux grosses productions industrielles, mais puisque c'est pour répondre à une grande demande que la production industrielle est rendue nécessaire, il faudrait lutter contre la publicité nous conduisant incessamment au désir du superflu qui stimule tout ceci et maintient à flot le système capitaliste qui rend tout cela possible et le fait fructifier. Enfin, la solution serait théoriquement de supprimer purement et simplement ce type de travail qui abîme l'homme dans sa dimension humaine, comme elle le dit dans les lignes suivantes. Mais le pire attentat, celui qui mériterait peut-être d'être assimilé au crime contre l'esprit, qui est sans pardon, s'il n'était probablement commis par des inconscients, c'est l'attentat contre l'attention des travailleurs. Il tue dans l'âme la faculté qui constitue la racine même de toute vocation surnaturelle. La basse espèce d'attention exigée par le travail taylorisé n'est compatible avec aucune autre, parce qu'elle vide l'âme de tout ce qui n'est pas le souci de la vitesse. Ce genre de travail ne peut pas être transfiguré, il faut le supprimer. Fin de citation. Weil pensait donc que l'on ne pourrait faire évoluer un travail industriel et taylorisé vers une forme plus noble et plus humaine du fait qu'il soit déshumanisant dans sa nature même, en transformant les hommes en des machines de manière contre nature. Il est donc nécessaire de supprimer ce qui n'élève pas l'homme, et les produits qui sont engendrés par celui-ci ne peuvent constituer de réelles compensations au tort qui est fait à l'humanité et que le travail ne devrait jamais faire disparaître son esprit. L'homme n'est pas et ne sera jamais une machine, ni une machine une entité humaine face à laquelle nous devrions nous incliner, renonçant ainsi à ce qui fait de nous des êtres humains. Finalement, ce que Weil nous enseigne, par cette réflexion historiquement déterminée et nécessitant des éléments de contextualisation, c'est que l'humanité et la dimension spirituelle qui la caractérise ne peuvent être transformées durablement par les exigences d'efficacité ou de vitesse quantifiables qui sont le propre des machines. Elles ne peuvent qu'être aspirées ou broyées par celles-ci et n'ont rien de commun avec ces dernières. Si l'homme peut singer autant que possible la machine, il ne parviendra pas à en devenir une, ni à rendre humaine cette dernière. Je vous remercie pour votre attention. Merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout et qui restent fidèles à mon travail. Et je vous dis à une prochaine fois.